Okay, so let's start. On va démarrer. This time I will talk about Cette fois, je vais vous parler Trick.js, de Trick.js, le templating et le moteur qui est associé pour fonctionner au bénéfice du client. Quelques mots avant de cela. Et, bon, si vous avez des questions, si ça va trop vite, vous pouvez lever la main et nous pourrons ensuite répondre à votre question. Donc voilà, pourquoi devrions-nous utiliser Twig.js et pourquoi pas autre chose qui existe déjà? Et comment est-ce que Twig.js fonctionne? Et ensuite, nous allons passer à l'esthétique et la variable d'esthétique que vous pouvez utiliser. Et ensuite, dernier mais pas des moindres, nous allons nous pencher sur quelques études de cas dans lesquelles vous pouvez utiliser Twig.js et ce que vous ne devriez pas utiliser lorsque vous utilisez Twig.js. Pourquoi Twig.js? Donc, fondamentalement, j'ai fait une analyse sur le JavaScript et les templating, les moteurs de templating. Il y en a beaucoup qui sont produits aujourd'hui, Underscore, John Basics, Microtemplating, JS Render, SmartThings Inspired, JSmart. Et donc, il y en a tout un nombre assez important de moteurs. Pourquoi créer un autre moteur et ne pas utiliser l'un de ces moteurs ici qui figurent sur la slide? Alors, bon, l'idée, c'était... Bon, cela dépend de ce que vous utilisez ou pourquoi vous voulez utiliser ce moteur de templating et qu'est-ce qu'il offre en fait. Ça offre les mêmes choses que Twig. C'est rapide, c'est sécurisé, c'est souple, c'est extensible. Donc, ça a la même syntaxe que Twig. Donc, si vous écrivez votre template, il ressemble à Twig. Et il n'y a absolument aucune différence à ce niveau-là. Bon, un autre point très important, cela vous permet d'utiliser le même template pour le serveur ainsi que pour le client, du côté du serveur ainsi que du côté du client. C'est la chose la plus importante. Et ce qu'il ne fait pas, ce n'est pas une implémentation JavaScript. Et cela demande PHP pour la compilation. Et cela n'a pas de Lexer, un compiler, un JavaScript. Donc PHP nécessaire ici. Et comment est-ce que ça fonctionne? Ça utilise Twig, le Nexter de Twig, le parseur de Twig, et donc l'exécute. Et nous commençons donc avec un template. Est-ce que vous voyez ici en haut de la slide? C'est le template Twig en bonne et due forme. Et la seule chose qui diffère ici, c'est que nous utilisons la balise JS Twig qui dit au compiler en interne comment ça doit être nommé les fonctions par rapport au template JavaScript. Donc tout est une fonction, c'est le nom de la fonction que nous obtenons à la fin. Donc on utilise Twig ici afin de travailler sur le code et le transformer en nesté. Voilà, c'est ce qu'on obtient, beaucoup de notes avec un node de module, un string node également, et un filtre que l'on applique à une variable. Et c'est fait par Twig ici, c'est pas Twig.js. À ce niveau-là, c'est pas encore Twig.js. Donc avec Twig.js, en fait, voilà, c'est au-dessus de ce SAT. Après que SAT a été mis en place par Twig, Twig.js utilise cet IST afin de compiler deux codes JavaScript. Et cela ressemble à ce que vous pouvez voir ici en position tierce. Troisième position, c'est une fonction qui est passée dans un environnement, tout comme l'environnement Twig, par exemple, mais pour JavaScript ici, et à partir d'une base template. Et en fait, ça passe au-dessus du prototype de la base template. Et ensuite, on a une méthode render qui fondamentalement, en fait, c'est la même chose que PHP. Ça développe le code HTML qu'il voudra ensuite produire. Donc, la différence importante, Twig.js n'est pas simplement basé sur JavaScript. Il y a une étape de compilation. Et si vous voulez l'utiliser avec Node, alors vous devriez avoir le PHP dans votre serveur. Donc, pour Node, si vous voulez par exemple l'utiliser avec Node, c'est peut-être pas une bonne idée. Vous pourriez peut-être utiliser alors une implémentation JavaScript, mais si vous voulez l'utiliser dans le Symfony 2, c'est tout à fait légitime ici. PHP peut se figurer sur le serveur. Donc, comment est-ce que Twig fonctionne?
en interne, à l'intérieur de tout cela. Donc, nous avons deux choses différentes ici. Nous avons la compilation, le temps de compilation qui est fait dans PHP. Ensuite, nous avons le temps d'exécution qui est basé sur JavaScript ici et la fonction, les filtres et les tests. Bon, vous le savez à partir de Twig. Et tout cela peut appartenir à la compilation ainsi que le runtime, le temps d'exécution. Nous aurons un exemple ici, un échantillon de code, pardon. Ici, par exemple, si nous avons ce template Twig, bon, c'est assez simple quand vous réfléchissez bien, ça ne fait rien de très utile, mais nous mettons en place ici une variable à part entière avec un string et nous appliquons aussi le filtre. Et comment est-ce que, à quoi ça ressemble si nous utilisions un filtre runtime au temps d'exécution? Eh bien, on va démarrer avec HTML, avec un filtre de temps d'exécution, runtime. On inclut ici un environnement de temps d'exécution Twig.js, c'est la première ligne. Et ensuite, on intègre le PHP compilé, le fichier compilé, c'est le deuxième fichier. Ensuite, nous rajoutons ici ce que Twig, ce à quoi il se réfère ici, le symbole Twig. Et on dit à l'environnement Twig que nous voudrions rajouter un filtre, le filtre trim ici, et on référencie avec les fonctions trim. Donc, si on appelle un filtre trim et vous avez un template trim, alors on va déléguer cela au filtre trim et bien entendu le render call qui va produire le HTML et rendre le template trim. Donc, en fait, à quoi ça ressemble si nous utilisons un filtre runtime? Voilà à quoi le template de compilation, à quoi il ressemblera. C'est comme une classe, une structure classe qui hérite cela de la template base template. On appelle le constructeur de la base template dans cette ligne et on passe l'environnement, mais la différence prépondérante, c'est cette ligne ici. Et on délègue à l'environnement afin qu'il puisse analyser les fonctions auquel trim fait référence. Donc c'est le temps de l'exécution et ce n'est pas fait au sein du temps de compilation PMP. Nous avons également l'alternative. On peut enregistrer des filtres de compilation, le temps de compilation. Et dans ce cas-là, qu'est-ce qu'on fait exactement? On peut sauter l'enregistrement de runtime, du temps d'exécution. Et nous avons également le render call parce que nous faisons le rendering du template, mais le Twig ici, on n'a pas besoin de lui dire qu'il y a un filtre trim, mais nous avons déjà compilé cette information à ce niveau-là du moins. Et plutôt que de faire l'environnement de call comme Twig, file, filtre, trim, etc., eh bien, qu'est-ce qu'on fait? Nous avons en fait la fonction que nous voulons appeler comme le jQuery item et la fonction qui est associée. Et c'est dans ce cas-là le filtre de compilation. Donc, nous allons en parler un peu plus tard, afin de clarifier un peu les choses. Donc, du côté du PHP, nous avons cette classe et c'est le compilateur JS qui possède beaucoup de sous-compilateurs. Nous avons plusieurs compilateurs pour les types qui sont fondamentalement, qui nous disent ce que l'on doit faire avec la classe Node, avec un module Node, comment je devrais réécrire le module Node dans un code JavaScript. Si vous vous souvenez de code SAT avec le module Node et le string Node, etc., eh bien tout cela doit être réécrit dans un code JavaScript. Et c'est ce que tous ces compilateurs font. Et on peut écrire votre propre compilateur qui compile vos propres nodes si vous en avez besoin. Et par conséquent, nous avons des type compilers. J'aimerais vous donner certains exemples de ces compilateurs ou compilers. Ce n'est pas si simple que cela.
Par exemple, un simple compilateur, c'est le compilateur de texte qui voit le texte. Enfin, vous pouvez avoir n'importe quel texte dans votre template. Bonjour, par exemple, c'est pas une variable, simplement un string. Et ensuite, ce compilateur, eh bien, on l'appelle pour cette tâche. Et voilà, ce qu'il obtient, c'est le node. Donc, no texte, pas de texte. Et qu'est-ce qu'il fait exactement? C'est simplement mettre en appendice le texte par rapport au code HTML que nous possédons déjà. La différence importante avec le PHP, nous utilisons Echo tout le temps. Et dans le JavaScript, nous avons quelque chose dans le SB qui se réfère à un tampon string pour contenir le code HT. Donc vous pouvez vous demander pourquoi nous utilisons une fonction, un appel fonction plutôt qu'un plus égal, un signe plus ou un signe égal. Vous pourriez peut-être écrire quelque chose comme écrire SB plus égal à la place de tout ce que je vous dis. Et la différence, c'est qu'ici, cette ligne est rapide avec les codes Firefox et Chrome, mais bon, si vous voulez saisir avec Internet Explorer, c'est lent, et Internet Explorer, en fait, internellement, nous mettons en place un arrêt, et plutôt que ce code, on utilise celui-ci, et c'est soit mettre en place un arrêt, ou en interne, on peut mettre plus ou égal à partir de Firefox, ou bien DSB et arrêt dans ce cas-là, c'est-à-dire on pousse le contenu à ce niveau-là pour Internet Explorer, et afin de préserver la vitesse. C'est pour cela que nous rajoutons une autre méthode call ici. Voilà, c'est un type compiler. Nous avons également d'autres compilers comme les function compilers et des compilers de filtres. Et je ne veux pas vous montrer beaucoup de cela. Pourquoi? Parce que c'est pratiquement toujours la même chose. Et bon, nous réécrivons le stnode dans le code de JavaScript, et dans ce cas-là en particulier, c'est divisible par filtre, et nous voulions simplement... Bon, ça ressemble beaucoup à PHP quand vous réfléchissez bien, et dans ce cas-là, plus particulièrement, si vous avez un filtre, vous pouvez soit le faire dans le runtime, l'enregistrer, ou bien vous le faire temps de compilateur, et vous devez écrire des codes PHP afin de le transformer, de le changer en code Java que vous désirez. Et ensuite, nous avons également ce que j'appelle le function nab et le filtre nab. Ils sont assez différents des compilateurs ou des compilers, car c'est simplement on peut traduire le nom de string comme trim en un nom de fonction JavaScript. C'est simplement la carte de string à string, et les rechercher sur la carte et écrire cette fonction dans le code. Comme vous l'avez vu auparavant, lorsque nous avions cela, par exemple, ça c'est quoi? On a recherché cela dans la carte internement. C'est un arrêt, et cet arrêt possède un trim, une clé trim, et la clé trim pointe un jQuery trim string. Et bon, ça le fait en temps de compilateur, on n'a pas besoin de le faire sur la base du temps d'exécution, et donc c'est plus rapide. La même chose est possible pour les fonctions, évidemment. Et avec du côté du JavaScript, nous avons une architecture très similaire, l'environnement par exemple, qui rassemble tout bien solidement avec les fonctions, les filtres, ainsi que les extensions et les globales. Et tout cela, fondamentalement, est un miroir à Twig et comment ça fonctionne, Twig, en interne, pardon. Comment vous pouvez écrire votre propre extension, la customisation, personnalisation, runtime, et nous avons inclus l'environnement Twig avec une extension et les fichiers où nous avons catégorisé nos extensions, et nous avons rajouté cela à l'environnement Twig. Et cela ressemble beaucoup à la façon dont le code PHP, à quoi il ressemble en fait. Ça ressemble beaucoup au code PHP. L'extension, évidemment, il y a la base class comme PHP. Vous pouvez à partir de là être sélectif. Voilà, je veux rajouter des fonctions. Je vais utiliser la méthode fonction, et nous aurions alors une extension à partir de laquelle nous pourrions rajouter une fonction trim
à l'environnement Twig et vous pouvez utiliser la fonction trim si vous enregistrez cette extension. La même chose, évidemment, peut s'appliquer aux tasks globales et les fonctions. Bon, j'aimerais maintenant vous parler des variables acétiques, car c'est quelque chose qui fait partie... En fait, on peut résoudre des problèmes assez difficiles grâce à cela. Vous avez le JavaScript, par exemple, si vous avez un langage international, comment pouvez-vous internationaliser le JavaScript? Et cela peut être résolu par des variables acétiques. Et par conséquent, j'aimerais simplement me consacrer un peu là-dessus. Et plutôt que... Bon, tous les exemples que je vous ai mentionnés, donc passer par l'environnement runtime, pardon, et le template, mais je vous ai pas montré comment on pouvait compiler le template avec une tâche à chaque fois que vous compilez le template. Bon, comment on fait cela exactement? Donc, plutôt que de... Enfin, afin de bien comprendre tout cela, on se fie à Ascetic. Ascetic peut faire cela pour nous et Symfony est très bien pour ça, donc il n'y a absolument aucun problème à ce niveau-là. Et qu'est-ce qu'on fait exactement? Il y a le template Twig ici et on l'exécute par le biais d'Ascetic. Ascetic produit plusieurs versions du template. Par exemple, vous avez une version anglaise, vous avez une version germanophone, francophone. Bon, voilà. Et vous avez donc différents fichiers. Ce sont des fichiers différents. Ce n'est plus un seul fichier, mais vous avez peut-être food.template et ntemplate et foo.frtemplate, par exemple. Et ce sont des fichiers différents. Comment est-ce que ça fonctionne? Donc, nous avons ce processus. Nous démarrons avec le filtre acétique, avec une demande de compilation ici. Je vais vous donner un exemple tout de suite. Et nous avons ensuite une demande de compilation. Et ensuite, on rajoute le JS Compiler est rajouté qui met en place le code Java. Et voilà, j'aimerais maintenant passer au code, simplement en guise de résumé ici, afin que vous puissiez suivre ce que je vous dis. Et nous démarrons avec, au niveau du filtre pour acétique. Et bon, c'est ce que vous appelez ici dans le template, si vous faites un appel acétique. Et il y a deux méthodes, la méthode dump et la méthode load, et chargement. Et qu'est-ce que ça fait exactement? Ça crée une demande de compilation avec le chemin source du template et le contenu et doit trouver... Et la définition, on va en parler un peu plus tard. Et tout ça est traité par le traitement de compilation avec le code de compilation en retour. JavaScript dans ce cas en l'occurrence. Donc comment est-ce que vous allez utiliser tout cela dans votre template? Donc ce que vous devez faire, c'est comme un appel acétique normal. Vous allez inclure le JavaScript dans votre code. Et dans ce cas, en l'occurrence, nous allons intégrer non pas un fichier JavaScript, mais plutôt un fichier Twig. Et nous allons exécuter ce fichier, tout d'abord par le biais du filtre JS que nous avons vu il y a quelques secondes. Et nous allons l'exécuter ensuite par le biais du UJS, simplement pour déplacer des commentaires, mais c'est tout à fait optionnel. Vous pouvez utiliser un autre compilateur JavaScript si vous le voulez, donc c'est facultatif. Et vous avez également cette ligne ici qui, en fait, on lui dit quelle variable le template utilise en l'occurrence. Et dans ce cas-là, nous lui disons que nous avons une variable qui change. Et donc, les assets doivent être produits pour chacune, bon, pour le DE, une pour l'autre, etc., etc. Et donc, j'ai besoin de produire plusieurs outputs lorsque je m'attelle à la compilation. Et l'utilisation ici, vous pouvez utiliser les mêmes fonctions. C'est la même fonction, le même nombre de fonctions. Vous n'avez pas besoin de changer le code. Vous faites un appel, donc,
avec la fonction hello. Et si vous ne voulez pas internationaliser la fonction, vous pouvez simplement le mettre de côté, cela. Et le code fonctionnera tout de même. Ce sera simplement une seule langue dans le fichier et non pas différentes langues. Et vous pouvez très facilement améliorer le site, commencer avec une langue et ensuite facilement améliorer avec l'utilisation de plusieurs langues un peu plus tard, en rajoutant le fait que vous avez ces différentes variables dans le template. Et donc j'aimerais vous donner un exemple afin que vous puissiez comprendre à quoi le code de compilation ressemble, à quoi il ressemble. Bon, par exemple, ça c'est si vous n'avez pas internationalisé votre site. Voilà, par exemple, le mode hello. Twig template, voilà, c'est à quoi ça peut ressembler. Nous avons par exemple un string que nous voulons traduire et nous avons la traduction. Donc, et nous passons une variable au transfiltre, au filtre de traduction qui doit être remplacé. Donc, si nous devions utiliser cela sans la variable rajoutée à l'attaque ascétique, donc fondamentalement, on obtiendrait un code comme celui-ci. Et cela ne remplacerait pas cet appel de traduction, de filtre de traduction, mais le garder en ligne et voir s'il y a un filtre à un moment donné qui pourrait peut-être s'atteler au processus de remplacement. Mais ce n'est pas très utile car alors on aurait besoin de transférer toutes les traductions qui existent déjà et les transférer au client. Donc ce n'est pas vraiment très faisable ici. Donc si nous avions maintenant la variable la balisée à la balise d'inclusion ascétique, où est-elle? Bon, maintenant si on rajoute cette ligne ici, alors ça s'améliore la situation. Pourquoi? Parce que le filtre de traduction peut rechercher la traduction et pour nous, un temps de compilation et peut la mettre en ligne et l'affecter au code. Donc si on rajoute cela et si nous avons un code de compilation qui produit deux fichiers, pas seulement un fichier, mais deux fichiers. Et un fichier, comme le fichier allemand par exemple, ce à quoi il ressemblerait, et nous aurions alors la traduction en ligne directement, celle que nous avons sur le serveur, nous l'avons maintenant dans le code JavaScript, et nous avons remplacé le lookup de temps d'exécution avec le lookup de compilation. Et si vous n'avez pas le remplacement de variables, alors ce sera simplement un string, comme par exemple simplement hello, bonjour. Donc ce serait peut-être pas plus simple, mais bon, on pourrait peut-être... Non, peut-être, bon, c'est quand même mieux que de renvoyer toutes les traductions que nous avons et toutes les traductions qu'on n'utiliserait pas forcément dans le template, les renvoyer au client. Donc, on renvoie des codes de compilation qui contiennent déjà toutes les traductions. La version anglaise, c'est la même chose. Nous avons le texte anglais ici. Et si vous aviez une version française ou une version espagnole, alors vous pourriez avoir la traduction directement en ligne ici avec le code. Maintenant, comment est-ce que ça fonctionne tout cela? Si nous avions simplement une inclusion, comment Ascetic peut savoir ce qui est inclus ici? Donc, on peut pointer un asset et on a besoin de s'assurer que l'utilisateur allemand obtient la version allemande de l'asset de compilation et l'anglais avec la traduction anglaise. Donc comment est-ce que Ascetic peut inclure le bon fichier ici? Comment il peut savoir comment inclure ce fichier? Bon, la méthode employée, c'est si nous l'extension Twig Ascetic, par exemple. Qu'est-ce qu'on a à ce niveau-là? On voit qu'elle rajoute plusieurs globals au périmètre Ascetic ou Twig. Donc, si vous avez un template du côté du serveur, alors ces variables globales sont disponibles et c'est très important de savoir qu'on a le value supplier ici, le fournisseur de valeur, qui détermine le temps pour les variables de compilation. Bon, c'est pas si facile à comprendre. Donc, on va se pencher sur la façon dont ça fonctionne, tout cela. Et
Le voice optimizer, qu'est-ce que ça fait exactement? Ça détermine, ça met en place le local log request, et ensuite Ascetic recherche dans sa carte de compilation et vérifie si elle possède un asset qui est compilé par rapport à cette variable. Et si c'est le cas, alors bon, ça peut servir cet asset en particulier. Donc les utilisateurs, si un utilisateur allemand a accès à cette requête, alors il obtient l'asset avec la version allemande. Si un utilisateur anglais, bon, il obtient la version britannique, anglaise, évidemment. Et voilà, c'est là où le supplier de valeur par défaut intervient. Voilà, je veux obtenir différentes versions de cet asset pour Internet Explorer ou Firefox, et j'aimerais écrire des codes sur Internet Explorer, mais les autres browsers n'en auront pas besoin. Donc vous pouvez également utiliser pour cela et déterminer le browser du côté des serveurs et simplement livrer le JavaScript qui est alors nécessaire pour ce browser, cet outil de navigation. Donc c'est également un autre état de figure ici, une autre possibilité d'utilisation. Très bien. Maintenant, certaines études de cas et comment on peut les utiliser. Le premier que je voulais vous montrer, c'est une application du côté du client. Bon, j'ai un exemple ici, quelque chose que j'ai écrit récemment. C'est ce que nous pouvons voir sur la slide. Un navigateur de code, navigateur code, ce qui vous permet, voilà, vous pouvez browser des codes et avec des informations qui sont rattachées à ce code. Et si nous, donc c'est basé sur JavaScript à 100%, j'espère que j'ai une connexion. Donc voilà, on a appelé l'API, il a trouvé le bundle, maintenant ça charge les branches et le contenu du repository, et on peut alors cliquer ici et on voit le code. Et cette solution était basée sur JavaScript, et quand vous réfléchissez bien, la seule ligne qui est du côté du serveur, eh bien, ce sont ces deux lignes, et le reste, c'est dans Twig.js et JavaScript. Comment est-ce que nous procédons? Donc, ce que nous avons déjà vu, nous incluons les différents templates que nous avons déjà à notre disposition. Nous avons HTML, un template index repository et page d'accueil également, Twig.js filtre, Twig.js filtre, et nous compilons également différents assets pour différentes langues, pardon. Et ensuite, nous appelons une autre fonction qui met en place tout le site en son intégralité. Donc, comment on peut bénéficier de Twig.js ici? On va maintenant rechercher une des fonctions, analyser une des fonctions comme la fonction render, qui rend, enfin, elle montre ce qui existe dans le repository. Voilà. Et nous avons des données templates ici, et nous appelons une fonction render template qui nous aide à passer le nom du template pour l'index et les données. Et maintenant, on fait la recherche. Donc, qu'est-ce que nous faisons exactement ici? Tout d'abord, nous rendons le template pour une meilleure expérience du côté utilisateur, pour qu'il n'ait pas à attendre avant que toutes les données soient transférées à ce niveau-là, car ça peut prendre, ça dépend de la taille du repository. Donc, en fait, il y a la première version du template avec aucune donnée, c'est-à-dire quel repository est appelé à ce niveau-là. Et ensuite, nous lançons un appel à l'API de JTab et nous importons des données supplémentaires. Et le template, à quoi il ressemble à ce niveau-là? C'est peut-être un peu plus complexe. Alors, à chaque fois qu'on a des nouvelles données, c'est transféré à l'utilisateur. Donc là, on a des macros. Ça, c'est également utilisé. Et puis, on a ce qu'on a vu.
the name of the quel repository, repository and we have like est appelé, the son available nom, branches of the repository which are ainsi que les available branches after a certain point. disponibles So if they are defined, they are not après un always certain defined, point. but if they are, we are Alors là, going elles sont to définies, render mais ça out n'est the pas different nécessairement le options cas. of that template. Puis Then we're ensuite, on a les rendering différentes out the options du different template, paths of the template, les différents chemins des the different templates, folders that exist, and if we already les have the différents files, fichiers we're existants. also Et si nous rendering avons déjà out les the fichiers, files. Or if cela the donne accès content aux of the fichiers. file is being viewed, then we're rendering out the content of the file here. Ou le contenu des So fichiers. this template is called multiple times depending on Ce which data template, we already il est have donc from the server. en temps So multiple. let's take another look at how that works. So basically, the first voyons un time petit we peu comment call it, tout we cela just have fonctionne. the name of the Au premier repository appel, and the on a le different nom du or repository the path that is ainsi being que accessed in the repository. les différents chemins. Then we are rendering just the template with that information, and it's Puis on displaying a le like template sans loading information additional data. Then we make a et call les informations to supplémentaires sont chargées au fur et à mesure. to the API Puis on va of lancer GitHub. un appel I actually want to show that because that's also really cool. API. Alors là, je vais vous le montrer un petit peu plus dans le détail parce que c'est assez So we are sympa. making a call to the get branches function, which is Donc basically là, on proxying va to the lancer un GitHub, appel pour les get branches, API and selecting some data from GitHub. ce qui nous permet de sélectionner à partir d'API des données sur Digitop. Returning the actual data here, but we are always returning deferred objects, which is pretty cool because it allows us Et c'est to, l'objet tiers qui est retourné, ce qui nous permet séquentiellement de construire le site Internet et on peut afficher l'information dès qu'elle est disponible pour l'utilisateur et on n'a pas besoin d'attendre le traitement de toutes les requêtes. We're basically calling here the GitHub API and waiting for the several Donc là, branches to on lance un appel come pour le back. And then we GitHub are basically API. resolving that, which then calls our then function in the Et ensuite, cela nous permet de lancer in des the, appels pour d'autres fonctions browser application. So, as soon as the dans branches are l'application available, if they are navigateur already in the code. cache, for example, we Code. wouldn't have any API call at all, but we could like right immediately Donc render là, that data. I'm not sure if you have noticed it, on but peut if we are- très bien if we are going rendre back, toutes ces données it's like directement. very Alors, je ne sais pas si instantly. vous êtes, Because the data is vous en already êtes on the aperçu. server, on the Là, client side, and we just need to toutes les render the données template. sont sur le Now, if serveur I move côté over here, client. for example, Alors là, si je clique it takes a bit, là-dessus, but until it loads the data. Now, if we go back and go voilà, again there, un it petit peu already de has temps that. avant de charger les données. Et si on y Like revient, immediately. If on the le voit, connection were l'affichage faster, est immédiat. like, Alors avec somewhere une connexion un petit peu plus then- rapide, then it should like render immediately as well because we're already retrieving Normalement, the data like when we are hovering over that and not waiting l'affichage until est the user immédiat. actually clicks on the links. So that's pretty cool. If you want to like have a good user experience, you can use Alors, client si vous side souhaitez rendering. avoir une It's bonne like expérience there, utilisateur, on peut voir the rest of donc the data we are ce que le basically, client va voir immédiatement. nesting that, like, if we have the Alors, branches, we're going revenons to à nos select the moutons. files, and if we have the files, we can select À partir des specific branches, file on contents sélectionne les of the file. fichiers So all et of that ensuite is on peut like sélectionner des contenus nested. spécifiques. When the data is available, we can like go to the next step. Et une fois les données disponibles, on peut passer à l'étape suivante. So that was the first use case. Like if you have a pure client-side implementation. Alors, where si you vous want to have avez une fast application rendering processes and client then wait pure, for server-side, to render the HTML, that's the first use case alors where il you faut can use it. attendre que du The côté second service, use il y ait case le is actually HTML. if you want to render Alors, small deuxième pieces possibilité on the client d'utilisation, side, si but vous which souhaitez need to be, avoir de petites like pièces internationalized, côté for client, example. Then what you hein, have par seen, exemple pour un besoin d'internationalisation. in the one template we had Dans le template que je vous ai montré, il y avait un macro, un index de repository de type macro. Alors, ce macro, c'est une fonction dans Twig. Et là, on a plusieurs données. Dans ce cas bien précis, le macro permet d'afficher un certain nombre d'éléments. Alors, en code, à quoi tout cela ressemble?
Voilà en gros le résultat. Un événement va être déclenché, par exemple, la souris va passer sur la variable, et à partir de ce moment-là, on a ce code de fonction qui va construire les données du template, et ensuite avec Twig, on va pouvoir faire passer la fonction template ainsi que le nom macro. Et bien entendu, aussi les arguments que l'on souhaite faire passer à la fonction macro. Donc on peut lancer les macros directement, ou alors on peut passer par le code JavaScript. Et bien entendu, tout ceci est compatible. Alors imaginons par exemple, vous avez un démarrage et vous allez utiliser un certain nombre de plugins pour lesquels vous aurez besoin de générer des codes. Alors vous pourriez utiliser les macros et ça va générer les codes pour vous, et vous pouvez utiliser les macros côté client et côté service. Troisième exemple d'utilisation maintenant. Un rendu mix client et serveur. Et on veut utiliser le template pour les deux. Donc, par exemple, une première requête lorsque la page fait l'objet d'un accès pour la première fois. Eh bien, là, on va avoir un affichage de la page telle que vue par le client. Et donc, instantanément, on peut afficher le contenu. Et si vous avez un calendrier, par exemple, et que vous souhaitez cliquer sur le mois prochain, alors vous aurez toutes les données pour le mois prochain. Et ensuite, cela permet d'afficher le rendu côté client sans avoir besoin de passer par le serveur. Alors là, à l'inverse d'autres systèmes, eh bien, on n'a pas besoin de dupliquer les codes côté serveur et côté client. Donc avec Twig.js, on peut voir que les avantages sont nombreux. On a un seul template et pas besoin d'écrire tout deux fois. Voilà en gros.